Tout de suite, on parle politique et dialogue social. Est-ce qu'on peut s'inspirer de la négociation collective dans l'action politique? On en parle tout de suite avec mon invité, Alexandre Lamy, avocat associé chez Arcis. Alexandre Lamy, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler un peu de politique et de droit social, de négociation collective plus exactement. Comment on peut s'en inspirer dans l'action politique? C'est vrai qu'on vit un moment qui est assez compliqué, où on a une succession de gouvernements qui tombent petit à petit et une vie économique qui subit les conséquences de cette action politique ou inaction politique. On va en parler ensemble. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous expliquez une absence de méthode dans les réformes politiques? C'est un peu le constat que vous faites. Le constat que l'on fait, ou que je peux faire, c'est que la culture du compromis est peu présente dans notre mode de gouvernement. Et ça, je l'explique par trois raisons principales. La première tient à la bipolarisation des institutions de la Ve République qui conduit à imposer un phénomène majoritaire et donc une absence de dialogue et une absence de collaboration. Ça, c'est la première raison, la raison principale. L'on sait que les institutions de la Ve République ont imposé un régime parlementaire rationalisé, dans le cadre duquel le Parlement n'était et devait être le prolongement de la voie présidentielle. Donc ça, c'est la logique majoritaire. La logique majoritaire des institutions et du fonctionnement des institutions de la Ve République. La deuxième raison est liée à ce que Michel Crozier appelle le mal bureaucratique. De quoi s'agit-il ? Le mal bureaucratique, ça se traduit principalement par une absence ou des difficultés, en tout cas, à collaborer et à discuter, et par une société bloquée. Ça, c'est la deuxième raison qui, à mon sens, explique cette absence de culture de compromis. Et la troisième, qui est essentielle à mon sens, c'est cette culture hiérarchique de l'autorité verticale. De sorte à ce que le gouvernement, au sens générique du terme, de la société, dans tous les pans de la société, quel qu'il soit, est cloisonné, vertical. Ce qui explique d'ailleurs, à mon sens, pour revenir au monde du travail, et je sais qu'on va y revenir, qu'un des outils principaux qui avait été identifiés par les assises du droit du travail dans le cadre du Conseil national de leur fondation comme étant l'outil fondamental pour répondre aux nouvelles questions des rapports au travail, du sens du travail, des questions de charge de travail, que sont les groupes d'expression directe et collective, ne se développent pas dans l'entreprise, ou alors sont cantonnés à leur objectif premier de discussion des conditions de travail, alors même qu'ils gagneraient à s'étoffer, et pourquoi pas d'ailleurs aller sur le contenu du travail, que Alain Supiot identifie d'ailleurs comme étant une des conditions fondamentales de la véritable démocratie économique. Donc cette culture hiérarchique de l'autorité verticale conduit à ce cloisonnement et cette absence de culture de compromis, à mon sens. Absence de culture de compromis, ça veut dire aussi respect de l'autorité hiérarchique du chef. C'est un peu ce qui transparaît de ce que vous dites. Est-ce que, justement, on peut s'inspirer de ce qui se fait en termes de négociation collective pour changer un peu de paradigme et pour essayer d'impulser une action politique basée plutôt sur une culture du compromis ? Oui. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu dans le cadre des différentes réformes qui ont pu être prises en matière de droit du travail, l'accord collectif occupe aujourd'hui une place centrale. C'est l'accord collectif, la négociation collective est aujourd'hui le principal vecteur de création de la norme dans l'entreprise. On est passé d'une négociation qui était une négociation imposée, dans le cadre de laquelle les directions se contentaient de cocher des cases pour satisfaire l'obligation de négociation qui nous était imposée par le Code du travail. Donc une négociation qui était une négociation distributive, qui favorisait l'expression de postures dogmatiques
centrée sur l'expression constante de revendications, à une négociation qui est aujourd'hui une négociation constructive. La politique sociale de l'entreprise, aujourd'hui, se fait dans le cadre de la négociation collective. Et comment on arrive à ça, justement ? Par le biais de ces différentes réformes qui ont fait de l'accord collectif la principale source de droit par rapport aux autres sources de droit du travail dans l'entreprise. Et fort de ce nouveau paradigme, les partenaires sociaux dans l'entreprise ont été contraints de se parler et ont été contraints de lâcher leur posture dogmatique. De la même manière, je pense que demain, cette tradition, en tout cas cette culture de polarisation et de radicalisation des postures et des comportements devra se taire. Et c'est ce qui a conduit, en lien avec cette montée en puissance des accords collectifs, à une montée en puissance de la loyauté dans la négociation dans l'entreprise, c'est-à-dire de la méthode. Ça veut dire quoi concrètement ? Parce que la méthode est définie par le Code du travail comme ayant pour objectif de définir les conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties pour que la négociation puisse se tenir. Et donc on a vu au fur et à mesure que le poids de la négociation collective augmentait dans l'entreprise, se répandre de plus en plus cette pratique de négociation et de conclusion des accords de méthode dans l'entreprise pour permettre ce dialogue social. Alors on n'a pas, dans le Code du travail, d'obligation générale de négocier de façon loyale et une obligation corrélative de rentrer en négociation et conclure un accord de méthode. Mais la pratique est de plus en plus importante, de sorte à pouvoir permettre cette négociation collective. Alors, les pratiques, elles sont assez simples, et elles sont issues à la fois des obligations spéciales que nous donne le Code du travail s'agissant de la loyauté, mais également des décisions de jurisprudence, absolument. Il s'agit de définir le calendrier des négociations, il s'agit de définir le lieu des négociations, les différentes étapes qui vont permettre à la négociation de se tenir. Il s'agit de définir les informations qui vont être nécessaires pour les parties pour négocier en toute connaissance de cause. Et pour vous, c'est pas ce qui a été fait avec le conclave, par exemple, Alors ça, c'était une négociation préalable par les partenaires sociaux avant une éventuelle traduction de leurs conclusions dans la loi. Mais je pense que compte tenu aujourd'hui du fait que, force est de constater que la majorité hégémonique qui était portée par les institutions de la 5e n'est plus, que le système partisan est éclaté en plusieurs pôles qui ne s'inscrivent plus dans la bipolarisation présidentielle qui est portée en principe par les institutions de la 5e, il va falloir que nos partis, ces différents pôles, s'inspirent de ces règles de la négociation collective pour que le compromis aujourd'hui se fasse. Ça suppose définir ces accords de méthode pour que tout le monde soit déjà rassemblé sur une méthode, c'est ça, avant de passer à l'action Exactement. L'objectif de l'accord de méthode, c'est d'abord de s'accorder sur les conditions dans lesquelles on va pouvoir négocier en toute loyauté et de façon sérieuse. C'est l'objectif premier qui est donné par l'accord de méthode et qui est un outil, et je le dis encore une fois, essentiel dans le cadre de la négociation collective, parce que c'est un outil de pacification et d'efficacité du dialogue social. Pacification et efficacité qui sont autant d'objectifs fondamentaux auxquels vont devoir répondre les partis présents à l'Assemblée nationale, dès lors que les conditions aujourd'hui du compromis, en tout cas les éléments d'un système de compromis sont aujourd'hui posés. On va conclure là-dessus. Merci Alexandre Lamy. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Arcis Avocats. Merci. Tout de suite, on enchaîne. On va parler des aides d'État.